Rebonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce deuxième atelier de l'année 2021 et surtout le 12e atelier du Gers. Donc depuis que nous avons lancé ces ateliers d'information sur la situation depuis le démarrage de la pandémie. On n'aurait jamais pensé, bien sûr, en être encore là, près d'un an après. Alors, vous êtes encore plus de 700 inscrits. On verra combien exactement nous serons à la fin de cette session. Je remercie également notre partenaire Pharma Radio qui relaie cette présentation avec plus de 4000 pharmaciens qui sont connectés en direct pour suivre ces ateliers virtuels d'Urgers. Et puis aussi, welcome to the UK affiliate of CGDIM Health Data. Donc, qui sont présents aussi avec nous aujourd'hui. Alors, ces ateliers sont rendus possibles grâce à toutes les informations que l'on recueille à partir de toutes les activités du groupe CGDIM. Le Gers est au centre de cet écosystème pharma. Et grâce aux multiples activités, les logiciels pharmacie, les logiciels médecins, tout ce qui concerne notre activité au niveau des pharmacies avec ces médias et Futura Média, également notre activité Medexact, l'ABCB bien entendu, et toutes les autres entités grâce auxquelles on recueille des données. Tout cela nous permet de pouvoir vous présenter rapidement des données qui sont pertinentes et en lien direct avec l'actualité. Ces données sont également très, très largement diffusées auprès des autorités de santé, que ce soit la DGS, le ministère des Solidarités et de la Santé, l'ANSM, l'assurance maladie. Elles utilisent nos données hospitalières, nos données de prescription, la Bastine, qui est largement utilisée aussi par l'ANSM, puisqu'elle a été choisie dans le cadre de l'appel d'offres, mais aussi par l'HAS qui nous sollicite ponctuellement sur des demandes à partir de la Bastine. Et puis aussi, on utilise toutes les données d'achat et de distribution des officines, que ce soit le sell-in, le SOG-Now, le SOG-Early, le Sell-Out, le Gers Rupture. Et vous verrez maintenant un petit nouveau qu'on a lancé cette semaine qui s'appelle Mediprime et dont on vous parlera tout à l'heure. Mais sans attendre, je laisse la parole à David pour démarrer ce nouvel atelier. Merci Patrick, bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un rendez-vous très agréable de pouvoir partager ce bilan et ces analyses avec vous tous, toujours aussi nombreux. Pour garder le rythme, regardons ce qui se passe côté médecine de ville en termes de trafic et en termes d'usage. Ce qu'on voit et ce qu'on observe, c'est sur ce début d'année, sur ces 4-5 premières semaines, un trafic en médecine générale en recul par rapport à l'année dernière, moins 10%. C'est le trend qu'on observait déjà depuis le second confinement qui est arrivé sur le mois de novembre. Donc, un recul prescription médecine générale. Et qu'en est-il quand on regarde sur l'usage de la téléconsultation? Elle représente, vous pouvez le voir sur le graphique, depuis quelques semaines, entre 7 et 9% des consultations. Mais quand on se met en basse 100 sur le mois d'avril, qui était le plus gros mois en termes de téléconsultation en usage, avril 2020, bien entendu, on était de l'ordre de 1 petit million de téléconsultations par semaine. Vous observez que depuis entre novembre et janvier, la téléconsulte représente aujourd'hui la moitié de ce qu'elle était au mois d'avril. Donc, on a petit à petit un ancrage de cette pratique de consultation virtuelle dans l'usage de ces professionnels de santé. Et c'est vrai que quand on fait le regard par rapport à ce qui se passe de l'autre côté de la Manche, au UK, donc même avec le Brexit, ce qu'on observe, c'est, mine de rien, si on regarde par rapport à janvier 2020,
moins de trafic aussi en médecine générale. On est à 30% au-dessus de ce qu'on observait en janvier dernier, mais surtout une téléconsultation beaucoup plus appropriée dans le contexte, puisque 20% des consultations ont lieu en digital de l'autre côté de la Manche. Et comme vous pouvez le voir, en termes de nombre de consultations, on est quasiment arrivé à maturité, puisque en prenant avril comme base 100 pour les téléconsultations outre-Manche, on voit qu'on est à 94 sur janvier. Donc, on est vraiment sur un usage du présentiel et en distanciel qui est complètement aujourd'hui fait partie des mœurs et complètement intégré de l'autre côté de la Manche. Alors, quand on regarde les spécialités et le trafic chez les spécialistes de ville, on a des grands écarts. On est en croissance sur ce début d'année, malgré tout en gastro, en cardio, aussi chez le diabéto-endocrino, +2. Et c'est vrai que gynéco, pneumo, neuro, psychiatre et rhumato, on est en recul par rapport à l'année dernière, de -1 à -9%. Donc, moins de consultations sur les spécialistes. On voit quand même que ça résiste mieux qu'en médecine générale, mais le maximum aujourd'hui de recul est observé chez les rhumatos, où on est sur ce début d'année à -9%. En termes d'appropriation chez les spécialistes de la téléconsultation, là aussi, différents niveaux d'appropriation de cette visite distancielle. Le psychiatre, comme le gynéco, par rapport justement à cette base d'avril, qui était effectivement le plus haut niveau en téléconsultation, on voit qu'on est dans l'appropriation de cette téléconsultation, un tiers, voire 60% au mois de novembre pour les psychiatres. On est à la moitié chez les gynécos. Chez les diabéto-endocrinos, on est autour des 20%, mais c'est vrai que pneumo, neuro, gastro et rhumato, l'usage de la téléconsultation est quasiment rikiki, voire inexistante, et ça met du temps à s'intégrer dans les us et coutumes et définir quelles sont les consultations qui peuvent donner lieu à de la distancielle et quelles sont celles qui nécessitent du présentiel. Alors, autre point qui est à la une de l'actualité, c'est l'évolution du nombre de présomptions sur le Covid. Et surtout, pour changer d'angle, on a vu que le nombre de nouveaux cas se maintient jour après jour, semaine après semaine, malgré l'absence de nouveaux confinements et la mise en place du couvre-feu. Par contre, le pourcentage de récidive, lui, ne fait que croître de manière importante. Qu'est-ce qu'on appelle récidive? C'est des patients qui ont eu le Covid diagnostiqué à 2 reprises il y a 90 jours en médecine générale et qui, 3 mois après, reconsultent et ont de nouveau la pose d'un diagnostic de Covid, probablement lié aux différents variants qui arrivent depuis quelques semaines en France, mais on voit que le pourcentage de récidive, et on le voit dans nos habitudes du quotidien, l'usage du gel hydroalcoolique, du masque et le besoin effectivement de rester vigilant est d'autant plus important qu'effectivement on observe des récidives de manière importante et avec surtout une courbe, comme vous pouvez le voir, qui ne fait que croître de manière très, très rapide sur ces derniers jours. Un point forcément sur les pathologies hivernales. Alors, je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'on avait vraiment une hygiène déplorable avant le Covid. Et c'est vrai que quand on regarde ces pathologies, rhinopharyngite, pharyngite, sinusite, laryngite, vous regardez les évolutions de ce début d'année par rapport à l'année dernière, on passe de -50 à -67%. Donc, c'est vrai qu'il reste peu, même s'il en reste encore un petit peu, de rhino, de sinusite et de laryngite. La varicelle revient un peu dans les écoles, puisqu'on est à -9 depuis début janvier, avec quasiment au même niveau que l'année dernière sur les 2 dernières semaines. Mais c'est vrai que quand on regarde ces pathologies hivernales, on a des reculs qui sont au-delà de 50%. Donc, c'est vrai qu'on est moins malade. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'effectivement, on a une santé qui est meilleure. Par contre, c'est vrai qu'on s'ennuie quand même pas mal. Autre point, avec les équipes, on s'est interrogé sur est-ce qu'il y a un impact sur le diagnostic et la pose du diagnostic de troubles anxieux. Alors,
on a élargi, on a mis troubles anxieux, on a mis anxiété, on a mis dépression, on a mis sommeil. Et vous pouvez le voir sur les petits traits du mois de février, aussi bien chez les patients de plus de 20 ans et entre 20 et 29 ans, on voit bien que la part de consultation pour anxiété, difficulté à dormir et dépression est beaucoup plus important qu'il n'était les 2 années passées, 2019 et 2020. Donc, c'est vrai qu'on est dans une période, et on le voit depuis le deuxième confinement, donc depuis novembre, une courbe qui s'éloigne des années passées sur la part que représentent dans les consultations, c'est justement ces maux du quotidien. Alors, maintenant, quel impact, entre guillemets, de ce trafic auprès des médecins sur l'activité officinale? Alors là, on est dans l'évaluation du chiffre d'affaires sur tous les produits de santé délivrés à l'officine. Un début d'année, globalement, allez, on peut le dire quasi stable par rapport à l'année dernière. On est à -1 sur ces 6 dernières semaines, avec effectivement la prescription de ville qui recule, -2. Et vous pouvez le voir surtout la semaine dernière, fermeture des centres commerciaux de plus de 20 000 m² et également deuxième semaine de couvre-feu pour toute la France après 18 heures. On voit qu'on a une baisse des prescriptions de ville qui représente 54% des ventes en officine. Les prescriptions hospitalières restent stables, toujours la même dynamique, +7 depuis le début de l'année. On le voit, elle se maintient au fil des semaines. Et le conseil, donc tout ce qui est délivré hors prescription sur le conseil des pharmaciens, on a une évolution sur le début de l'année qui est le miroir de ce qu'on observait en fin d'année dernière, -7%. Et surtout, vous pouvez regarder l'inclinaison de la courbe. La semaine dernière est de mauvais augure puisqu'on est à -11% sur le conseil en officine. Alors, je sais que vous êtes friand, côté officine, sur le taux de TVA. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Sur le 2.1, on reste stable. On est à 0 depuis le début de l'année. Effectivement, majoritairement, le remboursable se maintient malgré tout dans l'économie générale de l'officine. Le 5.5 reste positif, alors poussé par la nutrition infantile, poussé par encore un peu de gel hydroalcoolique, poussé par les compléments alimentaires, notamment, on va le voir sur ceux de vitamine D. Donc, on a une dynamique qui est moins que ce qu'elle était en fin d'année dernière, mais qui reste positive à +2. La TVA à 10, principalement l'OTC, le médicament non remboursable sur conseil, pathologie hivernale, et également que ce soit les voies respiratoires ou la gastro, en fort recul, -12 depuis le début de l'année, donc fortement impactée. Elle était déjà très impactée sur la fin de l'année dernière. Et la TVA à 20%, donc qui couvre aussi bien les dispositifs médicaux remboursables que la cosmétique. On est sur un marché à -5 avec un effondrement la semaine dernière à -9%. Quand on regarde comment ça se répartit en termes de trafic dans l'officine et surtout par tranche de chiffre d'affaires, globalement, dans le global, vous le voyez, en moyenne, on est stable, -10%, que ce soit dans les périodes fin d'année dernière et sur tout le début de l'année, même sur les premiers jours de février. Par contre, effectivement, les pharmacies de plus de 7 millions glissent fortement et on le voit, l'impact tout de suite, couvre-feu plus fermeture des centres commerciaux, la conjugaison des deux, un plongeon à -25 dès la première semaine. Je ne suis pas très pressé d'analyser les semaines à venir, mais c'est vrai qu'au-delà des pharmacies de plus de 7 millions, de manière collégiale, on a des variations depuis le début de l'année entre -9 et -12%. Et c'est vrai qu'elles soient à moins d'1,5 million ou de 3 millions à 7 millions d'euros. Pareil, l'impact en fonction de l'implantation de la pharmacie. Là aussi, vous allez avoir centres commerciaux et pas centres commerciaux. Alors forcément, il y a les effets collatéraux, c'est-à-dire que quand vous êtes à côté d'un centre commercial ou d'un grand magasin de plus de 20 000 m², c'est sûr que ça a un impact naturellement sur l'officine.
mais vous pouvez le voir, pharmacie de centres commerciaux, la semaine et de fermeture des centres de plus de 20 000 m² et couvre-feu, on est à moins 18%, moins 14% depuis le début de l'année. On continue vraiment sur la même tendance que ce qu'on avait sur la fin de l'année. On est vraiment dans cette continuité, alors que milieu rural, périphérie et centre-ville, on oscille entre moins 10 et moins 13%. Alors, comme je sais que c'est la période, au moins pour certaines régions de France, des vacances, et que je sais que certains ont profité d'être en Bretagne ou ailleurs pour nous suivre, et donc du coup de regarder quel est l'impact, notamment de ces 2 dernières semaines sur le trafic. Les 2 régions les plus touchées en termes de trafic, c'est l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes, entre moins 13 et moins 17 en moyenne, avec effectivement des grands écarts importants. Et on le voit, une meilleure résistance sur Provence-Alpes-Côte d'Azur, Pays de Loire, qui sont sur des baisses de trafic inférieures à 10%. Patrick, un point éclairé sur le remboursable et le médicament remboursable? Oui, merci David. Donc, le médicament remboursable, on vous avait présenté lors du précédent atelier le bilan de l'année 2020 qui avait permis au marché pharmaceutique total d'avoir une croissance légèrement supérieure en chiffre d'affaires à plus de 1, essentiellement lié aux médicaments hospitaliers qui avaient très fortement progressé, plus 4,9, alors que les médicaments de ville, eux, étaient en légère croissance à plus 0,6. Quand on fait un zoom sur le remboursable, la fin de l'année 2020, le remboursable avait eu une croissance de près de 2%, 1,8%, et cela se traduit également au niveau des unités, puisque c'est l'analyse qu'on a voulu faire cette fois-ci, avoir ce regard-là. Quand on regarde la tendance, on voit que les dernières semaines de l'année 2020 était plutôt en baisse, et depuis le début de l'année, 2 dernières semaines et début d'année 21, la croissance a repris. Alors c'est les achats au niveau des officines, il y a de nouveau vraisemblablement un peu de stockage, on le verra sur certaines classes de produits, mais on remonte avec des pics à plus 2% sur la semaine 4, sur la semaine 2. Bon, après, avec quelques légères variations, mais quand même un marché qui, sur les premières semaines de 2021, est équivalent à celui qu'on avait eu sur les premières semaines de 2020. Au global, sur les 10 dernières semaines, à peu près 10-15 dernières semaines, on est à moins 6% en unité. Alors, quand on regarde maintenant les classes qui sont un peu, qu'on suit tout particulièrement, il y a les analgésiques antipyrétiques, toujours en saline, et là on est sur une analyse à partir de la semaine 53 jusqu'à la semaine 5 de 2021 par rapport aux mêmes semaines de l'année 2020. On voit que les antipyrétiques, eux, sont au global à plus 7% depuis la semaine 53 et à plus 11 sur les premières semaines de 2021. Donc, un effet effectivement d'achat assez important au niveau des officines sur les analgésiques antipyrétiques. En revanche, les antibiotiques, on rejoint ce que David vous avait présenté tout à l'heure. Là, on a un effondrement, mais extrêmement important au niveau des achats des officines sur les dernières semaines et qui se prolonge sur les premières semaines de 2021, moins 38%, moins 37%. Donc, on est vraiment sur un très, très fort recul sur toute la consommation d'antibiotiques, donc toutes les pathologies liées à la consommation d'antibiotiques. En revanche, sur les antidépresseurs et les régulateurs de l'humeur, donc là, on a une croissance assez importante, à plus 8%, régulière sur les dernières semaines, et qui tranche un tout petit peu avec l'activité chez les psys qui était en baisse,
malgré une activité de téléconsultation qui, elle, était un peu plus forte chez les psys. On retrouve la même chose sur les antipsychotiques, hein, avec à peu près plus 7% de croissance sur ces dernières semaines. Alors, maintenant, un zoom sur un produit dont on parle beaucoup en ce moment, qui est maintenant depuis quand même déjà pas mal de semaines, c'est la vitamine D. Or, vitamine D et Covid-19, il y a eu pas mal de polémiques. L'utilisation de vitamine D présente-t-elle un intérêt? Est-ce que ça ne sert à rien? Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est utile chez les patients très sévères, même à l'hôpital? Donc, toutes les études sont assez contradictoires. D'abord, il y a eu peu d'études assez importantes pour le montrer. Néanmoins, dans les faits, ce que l'on constate, c'est que toute la médiatisation qu'il y a eu autour de la vitamine D a entraîné une explosion des ventes de vitamine D. On est à plus 45% sur les 6 dernières semaines. Et si on regarde simplement depuis le début de l'année, on est à plus 51%, avec un pic en semaine 4 qui est monté à 80%. Donc, malgré le fait que les données ne prouvent pas un intérêt majeur sur la vitamine D, en tout cas, la littérature ne montre rien. Mais au niveau des consommateurs, leur comportement est totalement différent. Et on a une très, très forte augmentation des achats de vitamine D par les officines. Alors, quelles sont les classes en croissance ou en décroissance au niveau du médicament remboursable sur les 4 dernières semaines? Alors, attention, on est en saline. Donc, quand on regarde les classes qui sont les top contributeurs à la croissance, ça représente quand même une croissance de presque 9 millions d'unités sur les premières semaines de 2021 par rapport à 2020. Et on retrouve, alors là, c'est un peu paradoxal, une classe qui était lors des précédents ateliers plutôt dans les top contributeurs à la décroissance, c'est les analgésiques non narcotiques antipyrétiques, donc le paracétamol, l'ibuprofène, l'aspirine, que l'on retrouve à ce niveau-là. Alors, c'est sûrement lié à un effet de stockage. Les pharmaciens avaient surstocké au début de la pandémie et pendant les premières semaines de cette pandémie. Il y a eu une consommation et une utilisation des stocks, donc c'est pour ça qu'en saline, on se retrouvait avec une classe qui était en décroissance. Et en début 2021, les officinaux ont sûrement renouvelé leur stock et on a une croissance de plus 11%. Autre classe qui est en très forte progression, on en a parlé il y a 2 secondes, c'est les vitamines A et D en particulier, avec plus 51% de croissance. On trouve aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, les antidépresseurs et régulateurs de l'humeur, qui font partie des classes de produits qui sont en forte progression, comme les tranquillisants, malgré cette baisse d'activité. On a également une augmentation très significative des antiagrégants plaquettaires. Ils sont dans beaucoup de protocoles liés au Covid et on retrouve aussi cela au niveau des achats des pharmacies. Au niveau des contributeurs à la décroissance, on voit qu'il y a presque un équilibre entre le nombre d'unités dans les 5 classes qui contribuent à la croissance et celles qui contribuent à la décroissance. On est à moins 7,5 millions d'unités sur les 5 premières semaines de l'année. Les antibiotiques avec les pénicillines à spectre large sont en très très fort recul. Les antitussifs, tout ce qui est rhinologie est également en très fort recul, moins 51%. Les corticoïdes et les antispasmodiques également. Donc, pour les pénicillines, les antitussifs, la rhinologie, ces classes-là sont bien sûr, on retrouve le lien direct par rapport aux pathologies hivernales qui ont fortement chuté au cours de ces derniers mois. Et effectivement, les gestes barrières ont permis de diminuer cette fréquence de pathologie. Or, voyons maintenant, faisons un zoom sur les variations de prix.
Et ce zoom est maintenant possible grâce à une nouvelle étude que le GERS a lancée cette semaine, et donc que vos commerciaux que vous rencontrez pourront vous présenter, qui s'appelle MediPrime. Et cette étude permet de mesurer les impacts de changement de prix tout au long de l'année, que ce soit en ville, à l'hôpital ou en cumulé, et que ce soit en PFHT, en PPTTC ou en économie sécurité sociale. Donc le bilan de l'année 2020, alors intéressons-nous, et on va prendre que la dernière colonne en économie sécurité sociale, puisque c'est le chiffre qui est suivi dans la loi de finances chaque année. On voit qu'en ville, en 2020, il y a eu 490 millions d'économies liées aux baisses de prix des produits de ville. À l'hôpital, le rendement, alors bien sûr, là, on n'est pas en économie sécurité sociale, on est sur des prix tarifs, on est en prix hors taxe. Il y a eu 433 millions de baisses de prix. Et on voit qu'au total, le total en économie sécurité sociale dépasse les 900 millions qui était l'objectif qui était recherché par les pouvoirs publics, puisqu'on atteint les moins 923 millions au total sur l'année 2020. Donc, cette étude qui est faite là, qui est présentée globalement, peut être faite pour chacun de vos laboratoires, par classe thérapeutique, avec des comparaisons par rapport aux autres produits. Donc, n'hésitez pas à contacter vos commerciaux si vous en êtes intéressé. Alors, quand on regarde en ville, ces baisses de prix se concentrent essentiellement sur le hors répertoire, hein, qui représente 313 millions de baisses de prix. On a ensuite les princeps pour 144 millions et les génériques pour une part assez faible, à moins 34 millions. Et dans le hors répertoire, tout ce qui est biosimilaire et bioréférent pèse assez peu en fait dans les baisses de prix en 2020, puisque c'est un peu moins de 30 millions, alors que tout ce qui est hors répertoire, hors biosimilaire et hors bioréférent pèse pour près de 285 millions d'euros. À l'hôpital, c'est l'inverse. Ce sont les biosimilaires et les bioréférents qui sont les principaux responsables des baisses de prix. Après, on a à peu près 50%, mais vous voyez que ces deux catégories de produits représentent 50% des baisses de prix. Ensuite, les 50% restants étant éclatés sur un nombre de classes beaucoup plus important. Donc, toutes ces informations sont disponibles au travers de l'étude MediPrime. Et on voit que quand on regarde en ville ou à l'hôpital, les classes qui sont le plus touchées, ce sont les antinéoplasiques inhibiteurs de la protéine kinase, hein, qui ont été impactés pour moins 66 millions d'euros. Ensuite, les anti-TNF-alpha pour moins 28 millions. Les produits antinéovascularisation pour moins 26 millions, comme les antagonismes du calcium et les IEC, et les antinéoplasiques inhibiteurs de la protéine kinase, mais autres que la L01H5, pèsent pour moins 25 millions de baisse de prix en ville. À l'hôpital, ce sont essentiellement les anti-TNF-alpha pour moins 184 millions. Ensuite, on a les antinéoplasiques pour moins 57 millions, les autres antinéoplasiques antimétaboliques pour moins 44 millions, et ensuite deux autres classes à hauteur de moins 20 millions. Donc, toutes ces analyses sont faites soit au niveau macro, au niveau global, soit au niveau de votre laboratoire, soit au niveau de classe thérapeutique, ce qui vous permet d'avoir une vision continue tout au long de l'année, puisque ces données sont accessibles mensuellement. Faisons maintenant un zoom sur les délivrances dentalgiques. Donc, on l'a vu tout à l'heure, les antalgiques sur les premières semaines de 2021 en saline ont augmenté, mais quand on regarde sur une période beaucoup plus longue, ben là, quand on est en sell-out et donc sur la délivrance, ben on voit que le total antalgie est à moins 9% depuis la semaine 45 jusqu'à la semaine 5. Et quand on regarde les premières semaines de 2021, on est cette fois-ci au global à moins 11%.
Quand on regarde le prescrit, on a exactement la même tendance, moins 8% depuis la semaine 45 et moins 11% sur les premières semaines de 2021. Sur le non prescrit, là, la tendance est encore plus marquée puisqu'on est à moins 14% depuis la semaine 45 et moins 11% sur les premières semaines de 2021. Alors, faisons maintenant un zoom un peu plus fin sur les molécules. Le paracétamol s'en sort beaucoup mieux, bien entendu, que les autres classes, malgré une décroissance, moins 7% depuis la semaine 45 et moins 8% sur les premières semaines. En ce qui concerne l'ibuprofène, maintenant, on est arrivé à un plateau. On avait vu que la chute, les premiers jours du confinement en mars, les chutes avaient baissé de près de 90%. Elles sont montées. Maintenant, elles se stabilisent autour de moins 40%, chiffre que l'on retrouve sur les premières semaines de 2021. Pour l'aspirine, la baisse est également importante, à moins 18% depuis la semaine 45 et surtout moins 34% sur les premières semaines de 2021. Donc, des classes qui sont fortement impactées. En ce qui concerne les ruptures, là, la tendance qu'on avait vue sur les dernières semaines se confirme, malgré une petite augmentation qu'on avait eue, slide suivante. Donc, en fin d'année 2020, il y avait eu un petit pic où le nombre de présentations en rupture était remonté à près de 1300. On est retombé sur un chiffre qui est maintenant assez constant, qui est autour de 1000 présentations qui sont en rupture depuis maintenant, on va dire presque la moitié de l'année, ce qui est un chiffre plutôt bas, et ce qui montre surtout que l'industrie pharmaceutique en France a été capable de parfaitement gérer ses cycles de production et de pouvoir approvisionner régulièrement ses clients officinaux ou hospitaliers. Dernier point sur les tests antigéniques, donc avec le lancement d'une nouvelle mission structurante pour le pharmacien qui a eu un rôle important. On voit que depuis le démarrage, quand on regarde les tests antigéniques réalisés en pharmacie, il y a eu près de 6 millions de tests réalisés depuis le début de la campagne jusqu'à la fin de la semaine 5. On est à 5 600 000 tests effectués. Et quand on regarde semaine après semaine, on voit qu'il y a eu une forte montée en puissance les premières semaines, mais qu'après le pic des fêtes de fin d'année, il y a eu quand même une légère augmentation sur les semaines suivantes. Et maintenant, on est sur un rythme de croisière qui est bien sûr un peu moins fort que celui qu'on avait eu au début. Mais néanmoins, il y a une augmentation régulière du nombre de tests qui est effectué chaque semaine, donc pour arriver à près de 6 millions de tests antigéniques réalisés en pharmacie. Donc voilà pour cette partie. Je vais laisser maintenant David continuer avec l'automédication. L'automédication dans tous ses états. Globalement, un début d'année catastrophique. Mois de janvier, moins 23% sur le chiffre d'affaires, sur le médicament délivré sur le conseil de la pharmacie. On est, comme on l'avait évoqué en fin d'année dernière, et sur la continuité de novembre-décembre, moins 19, moins 22, là, moins 23% sur janvier, ce qui est quasiment l'une des baisses les plus importantes depuis le Covid, et je pense dans l'histoire de l'automédication. Et surtout, quand on fait cette balance des top 5 contributeurs à la croissance et top 5 contributeurs à la décroissance, vous voyez bien, la balance, elle n'est plus du tout équilibrée. On n'a plus de relais en termes d'automédication, plus 1,8. Et quand on regarde la décomposition du plus 1,8 des contributeurs à la croissance, vous avez quoi? Le sommeil, le visage, donc ça, c'est le retour notamment de oligosol des produits de l'Apcatal qui ont été repris par EA Pharma.
et donc plus de 400 000 euros. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que malgré tout, dans les contributeurs à la croissance, on est sur des croissances faibles en valeur absolue, en euros, plus 600 000 jusqu'à plus 200 000 euros. Donc, on est sur quasiment des marchés qui deviennent stables et deviennent du coup contributeurs à la croissance. Et par contre, quand on regarde sur l'automédication, le top 5 des contributeurs à la décroissance, quasiment 30 millions de cramés sur le mois de janvier. Et vous pouvez regarder, c'est rhume grippal, mal de gorge, douleur et fièvre, tout grasse et la diarrhée, avec des baisses allant de moins 50% à moins 60%, et douleur et fièvre uniquement moins 17%, mais du coup qui pèse lourd sur les contributeurs à la décroissance sur l'automédication. Quand on élargit le scope du conseil, non pas uniquement aux médicaments, mais du coup à l'ensemble des statuts, et donc tout ce qui touche à la santé familiale, alors en retirant le maintien à domicile et notamment tout ce qui est masque et gants et aussi le gel hydroalcoolique, mais vraiment centré sur cette santé familiale et la nutrition. Globalement, un début d'année déprimé, moins 9%, avec une accélération de cette baisse depuis le couvre-feu généralisé, moins 10, moins 13. On voit que la pente, elle est vraiment, allez, pour ceux qui aiment faire du ski, elle est vraiment faite pour faire du ski. La neige est belle. Bon, il y a moins de remontées, mais du coup, la pente est là. Quand on regarde le top 10 des promesses sur ce segment-là, en les découpant, quel que soit le statut, qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à l'année dernière? Déjà, rhume grippal et la toux sort du top 10, sont plus présents. On a le mal de gorge en forte décroissance, moins 48%. C'était le deuxième segment l'année dernière. Il est passé 8e segment cette année. Et en contributeur à la croissance, vous le voyez, 3 segments clés, c'est tonus vitalité, sommeil, immunité défense naturelle. Et ensuite, pour compléter le podium, vous allez avoir les plaies avec les antiseptiques et la nutrition, notamment la nutrition infantile, qui est tout juste positif à plus 4. Et donc, on le voit bien sur ces top 10 des contributeurs à la croissance, des segments qui étaient forts l'année dernière qui deviennent plus petits, et surtout tout ce qui va toucher à l'énergie, à l'esprit, qui sont en forte croissance. Et là aussi, quand on fait le top 10 des contributeurs à la croissance et le top 10 des contributeurs à la décroissance, vous le voyez, ma balance, elle n'est plus du tout équilibrée. Plus 11 millions en contributeurs à la croissance, moins 40 millions, moins 41 millions à droite. Mais surtout, on voit des segments qui deviennent du coup dynamiques et surtout des croissances sur notamment des compléments alimentaires, sur des segments qu'on n'a pas l'habitude de voir, tel le poids et fort des segments historiques. On a la reminéralisation qui est en forte croissance, tout ce qui touche à la vitamine D. Principalement, qu'est-ce qu'on a comme labo derrière? On a Pilège, on va avoir Nutergia, on va avoir Arco, premier contributeur à la croissance, plus 228%, sommeil, tonus vitalité et immunité défense naturelle. Les 4 segments qui aujourd'hui sont en forte dynamique par rapport à l'année dernière et qui rajoutent plus d'1,5 million pour chacun de ces segments à la croissance de la santé familiale et de la nutrition. Par opposition, on a beau tirer le trait des top 10, des top 15 de la contributeur à la décroissance, tout ce qui touche aux voies respiratoires dégringole, moins 60% pour le rhume grippal, moins 52% pour la toux, mal de gorge, moins 48%, on l'a abordé tout à l'heure, le confort respiratoire, la diarrhée. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, on respire mieux, les nez ne sont pas bouchés, on n'a pas mal à la gorge. C'est vrai que ce n'est pas fun pour autant, mais par contre, la contribution à la décroissance est vraiment très importante, moins 41 millions. Et quand on regarde comment ça se projette sur le top 20 des laboratoires, où là, effectivement, je suis dans cette santé familiale hors gel hydroalcoolique, vous pouvez le voir, quand la boule est vide, c'est qu'ils sont négatifs par rapport à l'année dernière. Et donc, dans le top 20, 17 laboratoires sont en décroissance par rapport à l'année dernière. C'est vrai qu'on est bien en tête côté officine, côté groupement, côté industriel. Ce début d'année n'est pas rose côté laboratoire, puisque des forts reculs que l'on peut observer, on le voit, c'est difficile pour Boiron, c'est difficile pour Reckitt, c'est difficile pour Sanofi, c'est difficile pour beaucoup d'industriels, ce n'est pas simple non plus pour UPSA.
Et on le voit bien, dans les 17 premiers laboratoires, on est en recul. On est même en recul sur ce début de l'année pour des laboratoires très dispositifs médicaux comme Hartmann. Du coup, difficile, début d'année. Mylan, Menarini notamment avec Novalac et Nutergia, surtout sur ces produits d'immunité défense naturelle et de reminéralisation, positif et du coup contributeur à la croissance de cette santé familiale. La dermo, alors ce qu'on est bien en tête, c'est que début d'année, le gel hydroalcoolique se compare à une période où on n'était pas encore des férus de gel hydroalcoolique. Par contre, vous pouvez le voir, c'est quasiment la première année, ou du moins les premiers baromètres, où je commence à avoir plus du tout d'écart en volume entre un marché hygiène et dermo avec gel hydroalcoolique ou sans gel hydroalcoolique. Je pense que, comme un certain nombre de produits de grande conso, on a stocké ce qu'on devait stocker. Et c'est vrai qu'on a une baisse des volumes en hygiène et en dermo, que ce soit avec gel hydroalcoolique ou sans gel hydroalcoolique. Pareil en valeur, puisque du coup, effectivement, le chiffre d'affaires du gel hydroalcoolique étant effectivement plus faible. Vous le voyez, moins 3 sur l'hygiène et la dermo sur les 4 dernières semaines, qui nous amenait à début février. Pourtant, la dernière semaine, celle qui est couvre-feu, je le rappelle, et fermeture des centres commerciaux de plus de 20 000 m², moins 11%. Donc, c'est vrai qu'on a un début février qui est fragile et qui fatigue tous autour de cette réunion. Alors, quand on regarde les contributeurs à la croissance et la décroissance, là aussi, on commence à avoir un déséquilibre entre décroissance et croissance. C'est vraiment la consommation, les biens de consommation primaires, entre guillemets, qui sont dynamiques sur ce début d'année. Les mains, avec et le froid qui commence à arriver et le fait de contrer un peu le gel hydroalcool, l'hygiène qui est en dynamique plus 11% et l'acné. Et effectivement, le bien-être, notamment le fait qu'on ne puisse pas partir en vacances au soleil ou très peu. Du coup, le solaire, qui reste un petit segment, mais moins 64% sur ce mois de janvier. Le soin du visage et des lèvres, aussi en recul sur ce début d'année. Donc, on le voit, des marchés qui se restructurent, des marchés qui se fragilisent, et du coup, un business, que ce soit côté industriel et côté pharmacie, qui fatigue. Pour autant, quand on regarde le top 20 des laboratoires en hygiène et en dermo, hors gel hydroalcoolique et hors médicaments, qu'est-ce qu'on observe? On observe quand même un petit peu plus de positif en termes de laboratoire. On va avoir La Roche-Posay qui est légèrement positif. On a Caudalie qui va être dans le top 3 des contributeurs à la croissance sur ce segment, sur cette année. On va avoir Aderma, Ducré et Uriage qui sont positifs sur ce début d'année. Belle performance qu'on peut observer aussi pour Eucérine et SVR. Eucérine, de mémoire, si je ne me trompe pas, est le 5e contributeur à la croissance sur ce début d'année. Et Aquiléine et Dexéril qui sont légèrement positifs sur ce début d'année. On voit que tout ce qui est beauté, tout ce qui est distribution sélective souffre sur ce début d'année. Le besoin effectivement de proximité, de conseils, de permettre justement aux consommateurs d'être accompagnés dans le choix de son produit d'hygiène ou de dermo. Alors pour changer, un point sur nos amis les bêtes, le vétérinaire, là aussi, une fin d'année qui était en forte croissance. Vous voyez sur le mois de novembre, marché très dynamique qui s'est étiolé au petit à petit et qui du coup est négatif sur ce début d'année, moins 6% sur le marché officinal, avec effectivement Elanco qui est premier acteur fortement négatif et contributeur à la décroissance, comme Perrigo avec Clément Técan et Boehringer. Et on va avoir en dynamique des acteurs plus récents de l'officine comme Ovex et MSD Santé Animale. Patrick, un point pour terminer sur l'hôpital. Effectivement, merci David. Donc, on va terminer cette présentation sur la situation à l'hôpital. Je vous avais dit tout à l'heure que 2020 avait été marqué par une très forte progression au niveau de l'hôpital.
Sur la fin de l'année, au niveau des achats des hôpitaux, on constate, et même sur les premières semaines de 2021, un fort recul, à moins de 10% des achats hospitaliers. Il y avait eu une légère anticipation du 1er janvier, juste avant, en semaine 52, et donc qui a été suivi par un effondrement en semaine 53. Et depuis, on est sur une tendance assez stable aux alentours de moins 7%, moins 8%, ce qu'on avait un peu sur les dernières semaines de 2020. Alors, en ce qui concerne les produits qui sont les produits que l'on surveille beaucoup durant cette période, les produits de réanimation, là, il y a une très, très grande stabilité au niveau des achats, hein. Après le pic qu'on avait eu juste au démarrage de la pandémie au mois de mars 2020, on voit qu'on se situe aux alentours d'à peu près 1 million d'UCD par semaine achetés par les hôpitaux avec des fluctuations en fonction des appros nécessaires pour les hôpitaux et avec une très grande disparité régionale puisque les achats en fonction des régions dans lesquelles la pandémie est plus forte, que ça soit l'Est, que ça soit Paris, que ça soit le Sud, on a des consommations cette fois-ci plus importantes. Quand on fait un zoom sur les produits qui sont les plus utilisés, les curares, l'atracurium, le cisatracurium, on voit de la même façon, après le pic du mois de mars 2020, on a une très grande stabilité avec des achats qui sont très réguliers sur ces produits, comme pour le midazolam, où il y a eu un peu plus de fluctuations, mais globalement, sur les dernières semaines, et sur le début de l'année 2021, malgré des achats pour refaire un peu des niveaux de stock, on a une forte stabilité. Donc voilà pour cette présentation et cet atelier. Un grand merci à vous tous pour votre participation. Vous avez été encore très, très nombreux à vous connecter avec plus de 600 personnes. Je tiens à remercier également toute l'équipe GERS qui nous a permis, à David et à moi, de réaliser cet atelier grâce à leur présentation et à l'énorme travail qu'ils ont pu faire. La nouvelle étude Mediprime est à votre disposition. N'hésitez pas à contacter nos commerciaux pour venir vous la présenter. Nous vous donnons rendez-vous début mars pour un nouvel atelier dont le thème sera qu'est devenue notre industrie après un an de Covid, un an déjà, puisque on se retrouvera début mars, quasiment un an après le démarrage. Très bonne journée à tous, merci encore et à très bientôt. Au revoir.